Dans une petite ville du sud, où la justice penchait souvent du mauvais côté, vivait Malik, un garçon noir de 10 ans. Son regard innocent, souvent caché derrière un sourire timide, cachait une réalité bien plus dure. Élevé seul par sa mère, Aïcha, une femme d'une force inouïe, Malik connaissait la pauvreté comme on connaît un vieux livre dont les pages sont usées, mais il n'en souffrait pas. Il savait que chaque goutte de sueur versée par sa mère portait la promesse d'un avenir meilleur. Aïcha, femme de ménage dans les maisons des plus riches, travaillait de longues heures chaque jour, mais jamais elle ne se plaignait. Elle était l'incarnation de la dignité, et tout ce qu'elle faisait, elle le faisait pour Malik, pour lui offrir une chance de s'élever au-delà des chaînes invisibles qui semblaient tenir la ville. Malik, bien qu'enfance fragile sous la pauvreté, n'était pas simplement un enfant des rues. C'était un rêveur, un garçon intelligent avec un esprit avide de connaissances. Les livres étaient ses trésors, et ceux qui parlaient de justice, d'héroïsme et de liberté étaient ses compagnons les plus fidèles. Il se perdait souvent dans les pages de récits où les héros triomphaient contre l'injustice, où l'âme d'un individu pouvait défier les systèmes corrompus et changer le monde. Mais ses rêves se heurtaient parfois à la réalité de sa ville, un endroit où les privilèges d'un homme blanc valaient plus que la vérité d'un enfant noir. Un après-midi, alors qu'il jouait avec d'autres enfants près du marché, un cri brisé brisa l'air. Une femme riche, Madame Lefèvre, se tenait au milieu de la rue, ses yeux écarquillés de peur et de colère. Le bracelet en or qui décorait son poignet avait disparu. La foule, bien que peu intéressée par les malheurs des autres, se figea, intriguée par ce cri de détresse. « Mon bracelet en or !»« Il a disparu !» cria-t-elle, la panique tordant ses traits. Son regard chercha fébrilement parmi les enfants, puis se fixa sur Malik, qui jouait non loin de là. En une fraction de seconde, sans aucune réflexion, elle pointa le garçon du doigt, l'accusant de vol. « C'est ce garçon. Il était juste à côté de moi. Il a dû me le voler, » lança-t-elle, sa voix pleine d'une certitude glaciale. Malik, qui n'avait rien fait, se figea sur place. Il avait vu le regard sévère de Madame Lefèvre se poser sur lui, comme si elle le savait coupable, comme si sa couleur de peau était une preuve suffisante. L'enfant, perdu, ouvrit de grands yeux. « Je n'ai rien fait, madame. »« Je n'ai rien pris, » balbutia-t-il, reculant instinctivement d'un pas, ses mains tremblant légèrement. Il savait que dans cette ville, sa parole n'avait pas de poids face à celle d'une femme blanche. Les passants, qui jusque-là continuaient leurs activités sans prêter attention, s'étaient maintenant tous tournés vers lui. Malik, petit et frêle, se sentait soudainement seul, pris au piège dans un filet qu'il n'avait pas tissé. Aucun mot de défense n'aurait suffi. L'arrivée d'un policier fut aussi rapide qu'injuste. Il ne posa aucune question, n'accorda aucune attention à l'expression de terreur sur le visage de Malik. D'un geste brusque, il attrapa le garçon par le bras et le conduisit au poste de police. « Mais il n'a rien fait !» cria Aïcha en courant, ayant été prévenue par des voisins. Elle arriva juste à temps pour voir son fils emmené. Ses yeux, noyés de larmes, cherchaient un regard compatissant, mais elle ne trouva que des visages indifférents. Elle se précipita vers l'officier, suppliant désespérément. « Il n'a rien fait, je vous en prie. C'est un enfant honnête. » Le policier haussait les épaules, sans même la regarder dans les yeux. « Madame, nous ferons une enquête. Mais en attendant, votre fils doit rester ici. » Aïcha, terrassée, se sentit impuissante. Elle n'avait pas d'argent, pas d'influence, et la loi n'était jamais de son côté. Son fils, son petit Malik, allait passer la nuit dans un lieu qu'aucun enfant ne devrait connaître. Dans la cellule, Malik se sentait plus petit encore qu'il ne l'était dans la rue. La pièce était froide, étouffante, emplie de bruits menaçants, des voix rauques, des cris inarticulés, des chaînes qui s'entrechoquaient. Tout autour de lui semblait irréel, une menace sourde à chaque coin. Il s'assit dans un coin, s'agrippant à ses genoux repliés contre son torse, essayant de maîtriser ses larmes. À 10 ans, il n'avait pas les mots pour comprendre tout ce qu'il vivait. Pourquoi lui? Pourquoi un simple enfant se retrouvait-il derrière les barreaux, comme un criminel? Ses pensées s'envolaient vers sa mère, qui, elle aussi, se battait sans cesse pour qu'il ait une vie meilleure. La tendresse de ses bras, son amour inconditionnel, tout cela semblait si loin ici. La douleur de cette séparation était plus forte que la peur qui grandissait en lui. Il serra les dents, se répétant comme un mantra les mots d'un héros qu'il avait lu dans un de ses livres. « La justice viendra, elle doit venir. » Mais Malik ne savait pas encore à quel point cette justice allait lui coûter. Le lendemain,
Malik fut conduit devant le tribunal, un lieu qui lui semblait aussi froid et imposant que la cellule où il avait passé la nuit. Il portait les mêmes vêtements que la veille, sales et froissés, les traces de l'injustice qui pesaient sur lui visibles à chaque recoin de son être. Ses cheveux, en bataille, semblaient à l'image de ses pensées tumultueuses. Ses yeux fatigués trahissaient une nuit blanche, hantée par la peur, le doute et le froid de la cellule. Il avait perdu la notion du temps, tout semblait flou, irréel, comme un mauvais rêve d'où il ne pouvait s'échapper. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était lourde, tendue. Le juge, un homme d'une cinquantaine d'années, aux lunettes strictes et au regard perçant, ouvrit la séance d'une voix autoritaire. Il ne semblait ni intéressé ni préoccupé par la vie d'un enfant. Ses mots étaient comme une sentence, un poids insupportable. Malik Diarra, 10 ans, accusé de vol qualifié. Que plaidez-vous? Le jeune garçon resta figé, son cœur battant la chamade. Il se sentait invisible, comme si tout autour de lui était une illusion. Que signifiaient tous ces termes compliqués qu'il entendait? Vol qualifié, accusé, plaider, des mots trop grands pour ses petites épaules. Malik avala sa salive, la gorge sèche, ses mains tremblantes, et répondit d'une voix timide, presque inaudible. « Je n'ai rien volé, monsieur le juge. » Ces mots s'éteignirent dans le silence glacé de la salle, où chaque regard semblait le juger avant même qu'il n'ait la chance de se défendre. Madame Lefebvre, debout de l'autre côté, n'avait pas attendu pour prendre la parole. Elle était déjà prête à livrer son verdict. Son ton était tranchant, empreint de certitude. Un garçon comme lui, traînant dehors toute la journée, sans surveillance. Ce sont ces enfants-là qui volent, c'est bien connu. Ces mots, bien plus cruels que ce qu'elle aurait voulu imaginer, résonnèrent dans la pièce comme une cloche de jugement. Elle ne parlait pas seulement de Malik, mais d'une catégorie d'enfants tout entière, de ceux qui n'avaient pas de nom, pas de valeur, ceux qu'on regardait avec méfiance juste à cause de leur couleur de peau ou de leur statut. Son regard glissa sur lui, le jugeant avant même de le connaître. Le silence qui suivit n'était pas seulement une absence de bruit, c'était un poids lourd, un étau de préjugés serrant la pièce. Les regards des autres, souvent discrets, se tournèrent vers Malik. Il pouvait presque sentir leur mépris, leur indifférence. Cette accusation n'était pas qu'un acte isolé, c'était le reflet d'un système plus large, qui le voyait d'abord comme un coupable, un voleur en herbe, plutôt qu'un enfant innocent. L'avocat commis d'office, un homme qui semblait aussi fatigué et désintéressé que le reste de la salle, se leva à contre-cœur. Il essaya d'apporter une maigre défense, mais ses mots étaient creux, presque vides de conviction. Son regard fuyant en disait long sur son manque d'engagement. « Monsieur le juge, nous n'avons aucune preuve que ce garçon a volé ce bracelet. » Mais le procureur, implacable, s'avança avec son propre poids d'accusation. Il savait que dans ce système, la vérité n'était pas le seul critère qui comptait. « Votre honneur, le bracelet a disparu au moment où cet enfant était à côté de la victime. » N'est-ce pas une preuve suffisante? De plus, il vient d'un milieu défavorisé. Son mobile est évident. Le procureur parla de Malik comme d'un objet, une représentation d'un stéréotype qu'il semblait conforter. L'absence de preuves ne comptait pas. La pauvreté de Malik était sa condamnation, son mobile, comme s'il n'avait jamais eu d'autre choix que de voler pour survivre. La couleur de sa peau, son statut social, étaient tous des indices évidents dans ce raisonnement, un raisonnement où la présomption de culpabilité semblait plus forte que la présomption d'innocence. Aïcha, assise sur un banc dans la salle, écoutait chaque mot comme une claque. Les larmes qu'elle retenait étaient plus amères que la peur qu'elle ressentait pour son fils. Comment pouvait-on traiter Malik ainsi, un enfant qui n'avait rien fait de mal? Comment ces adultes, censés incarner la justice, pouvaient-ils regarder son fils, le cœur pur et l'âme innocente, comme un criminel potentiel? Chaque accusation qui tombait sur lui, chaque regard méprisant, était une blessure supplémentaire, une cloche qui sonnait son échec à protéger son enfant. Le juge, implacable, écouta les arguments sans ciller. Il était habitué à ces affaires. Après tout, ce n'était qu'un garçon pauvre, un enfant de plus qui finirait par être oublié. Mais Aïcha, dans son désespoir, se leva alors, incapable de rester silencieuse. Elle tenta de parler, de défendre son fils, mais sa voix se perdit dans le tumulte de la salle. Elle ne pouvait pas accepter que son Malik, cet enfant qu'elle aimait de tout son cœur, soit jugé sur des préjugés et des stéréotypes. Le juge se tourna vers elle, lui ordonnant de se taire d'un simple geste de la main, comme pour la remettre à sa place.
Aïcha se rassit, mais dans son cœur, une flamme grandissait. Elle savait qu'elle devait se battre, coûte que coûte, pour Malik. Parce que dans cette salle, seule la vérité comptait. Elle ne laisserait pas son fils être défendu par l'indifférence. Le juge observa Malik, un regard lourd de responsabilité et d'hésitation. Ce garçon, si jeune, si vulnérable, semblait être la quintessence de l'injustice. Il n'était qu'un enfant pris dans un tourbillon bien plus grand que lui. Ses mains tremblantes et son regard inquiet étaient ceux d'un petit être terrifié, face à un système qui n'avait que peu d'intérêt pour sa souffrance. Dans les yeux de Malik, le juge lut un appel désespéré à la justice, à l'humanité. Le juge fronça les sourcils, se sentant soudainement pris au piège dans ce moment qui le dépassait. Il se redressa dans son fauteuil, un léger tremblement de ses doigts trahissant la tension qui montait en lui. Il chercha une réponse, un semblant de raison dans le chaos qui l'entourait, mais il n'en trouva aucune. La salle semblait se rétrécir autour de lui, le poids de la situation l'écrasant. « Malik, as-tu quelque chose à dire avant que je rende mon verdict ?» La voix du juge était froide, formelle, mais ses yeux, perdus dans ceux du garçon, trahissaient une vulnérabilité qu'il n'avait jamais laissé paraître auparavant. Le garçon leva les yeux vers lui, des yeux noyés de larmes qui brillaient d'une innocence éclatante, comme s'il cherchait à comprendre pourquoi il était là, pourquoi il devait faire face à de tels accusateurs. Il prit une profonde inspiration, et dans un souffle fragile, sa voix résonna dans le silence de la salle comme une épée de vérité, coupant à travers les murs de préjugés. « Monsieur le juge, est-ce que vous auriez condamné votre fils sans preuve ?» Les mots tombèrent comme un éclair. La question flottait dans l'air, simple, mais d'une puissance dévastatrice. Unsilence Lord, presque palpable, envahit la salle. Personne n'osa bouger, et le juge, pris au dépourvu, se sentit vaciller sous la profondeur de cette question. Malik venait de poser la seule question qu'aucun d'entre eux n'avait osé se poser. Le juge sentit son cœur se serrer, ses certitudes vaciller. Il n'était plus un juge observant une procédure. Il n'était plus cet homme que le poids du pouvoir avait transformé, insensible à la souffrance des autres. Il se retrouva face à un enfant, un petit garçon qui, malgré sa pauvreté, malgré sa couleur de peau, n'avait commis aucun crime. Un enfant qui, dans sa pureté, venait de remettre en question un système qui lui avait imposé une culpabilité basée sur des apparences et des stéréotypes. Le juge revit alors son propre fils, presque du même âge, marchant joyeusement en rentrant de l'école, son cartable plein de rêves et d'innocence, son avenir encore sans tache. Une larme, solitaire, se détacha de son œil et roula lentement sur sa joue. C'était une larme qu'il n'avait pas versée depuis des années, un souvenir effacé de ses émotions enfouies. Les mots de Malik avaient fait éclater cette carapace d'indifférence qu'il s'était forgée au fil de sa carrière. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit humain. L'enfant en face de lui n'était pas un cas, un prévenu, un nombre parmi d'autres. C'était un être humain, un enfant dont la seule erreur avait été d'être né dans un contexte défavorable. D'un geste lent et tremblant, il saisit son marteau. Le poids de sa décision semblait lui écraser les mains. Mais il savait ce qu'il devait faire, même si cela allait à l'encontre de tout ce qu'il avait pu croire auparavant. Il frappa le marteau sur son pupitre, son regard ne quittant pas Malik, comme pour lui offrir un dernier éclat d'humanité dans cette salle froide et distante. L'affaire est classée. Malik est libre. Un murmure parcourut la salle, un frémissement d'incrédulité. Madame Lefebvre pâlit, choquée, incapable d'accepter ce revirement. Malik, quant à lui, n'eut pas le temps de comprendre tout de suite. Il éclata en sanglots, une vague de soulagement et de soulagement dévalant son corps. Il n'avait pas volé ce bracelet, il n'avait rien fait de mal. Il avait survécu à un système qu'il avait déjà jugé coupable sans preuve. Mais maintenant, il était libre. Il se précipita vers sa mère, qui s'était levée d'un bond. Ses bras se refermèrent autour de lui avec une telle force que le monde sembla se dissoudre autour d'eux. Aïcha, en l'enlaçant, lui murmura des mots doux, des paroles de réconfort, de promesses d'un avenir meilleur. Malik se blottit contre elle, tremblant encore, mais sentit une chaleur nouvelle, celle de l'amour et du soutien. Il n'était plus seul. Il n'avait plus à se battre pour prouver son innocence. Ce moment, cette victoire, étaient les leurs. Le juge, quant à lui, resta là, figé dans son fauteuil, après que la salle se soit vidée. Le murmure des pas s'éloignant, les voix qui se calmaient, tout cela semblait irréel, comme une toile de fond indifférente. Lui,
l'homme chargé de rendre la justice, était maintenant seul avec sa conscience. Il repensa à tout ce qu'il avait failli faire. Il se revit sur le point de condamner un innocent, un enfant, simplement parce qu'il était noir et pauvre. Et cette pensée le hanta, l'empoigna. Ce jour-là, quelque chose en lui changea à jamais. Il prit une décision qui résonnerait dans chaque cas qu'il examinerait à l'avenir. Il ne jugerait plus jamais un enfant sans voir au-delà des apparences. Il ne permettrait plus à la couleur de peau, au statut social, à la pauvreté, de devenir des facteurs qui détermineraient le destin de quelqu'un. Il jura de toujours regarder l'humanité derrière chaque accusé, et de ne jamais oublier que chaque personne, chaque enfant, méritait d'être jugé avec équité. Et bien longtemps après ce jour, les mots de Malik continuèrent de résonner dans son cœur, inlassablement, comme une cloche de vérité. Est-ce que vous auriez condamné votre fils sans preuve ?